Me and you got a lot in common, Philip. Both of us is handsome devils. We both like RC Cola. And neither one of us got an old man worth a damn. 8-year-old Philip Perry has just been taken hostage. Are you gonna shoot me? Oh, yeah. By the most dangerous man in West Texas. Put the gun down, old-timer. You couldn't hit me anyway. Probably shoot the boy. Get in the car, Philip. This could be his lucky day. That's my car! Complicating law enforcement attempts to apprehend him, Haynes is believed to have an 8-year-old boy with him as hostage. This is not a penal escape situation. This happens to be a manhunt. You know, Philip, you have American right to eat cotton candy, ride roller coasters. You got a phone? No. Go inside and lie down till we're gone. I told that judge to send them up. I told him it was the right thing to do. Kevin Costner, You're not bad, are you, Butch? Oh, yeah. Clint Eastwood. At least now we know who's in charge. In a new film by Academy Award-winning director, Clint Eastwood. You ever ridden in a time machine before? Out there, that's the future. And back there, well, that's the past. This is the present, Philip. Enjoy it while it lasts. A Perfect World. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir sur un vieux film qu'on a tendance à oublier et qui pourtant fait partie de la carrière d'un grand réalisateur qui continue sa carrière, alors qu'à chaque fois, quand il revient, on a tendance à dire « mais ça y est, c'est son dernier film » et qui finalement continue encore et encore. Et quand on revient un peu sur sa carrière en arrière, on s'aperçoit qu'il fait des films qui marquent toujours, encore aujourd'hui quand on les revoit. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce film qui est Un monde parfait. Et pour en parler, j'ai décidé d'inviter Cédric de la chaîne La Passion du cinéma, de la comédie, du comédien, pardon, qui est donc présenté par Cédric. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, merci de m'avoir invité, surtout, c'est un honneur. En temps normal, j'avais dit un jour sur un live ou deux que j'arrêtais de faire des émissions qui parlent d'Eastwood. Et quand je disais ça, je voulais surtout dire pour parler de sa carrière. Et puis, c'est Jules Melon qui a initié un truc qui était de parler d'un film en particulier. Donc, nous l'avions fait avec Breezy. Et j'avais constaté que jamais on ne m'avait demandé de parler d'un film isolé dans la carrière de Clint. Et je me suis dit, finalement, je vais peut-être plus trop accepter les lives qui reprennent sa carrière ou les enregistrements. Mais si c'est pour parler d'un film de lui, j'accepte. Donc, tu es la deuxième personne à me le demander, à me faire confiance. Et ça me touche beaucoup. Et donc, voilà, c'est parti pour ce film. Il y a tellement à dire sur ce film. Ouais. Tellement. Ça a tellement été un plaisir de parler avec toi sur le live de Leonardo DiCaprio. Donc, c'est pour ça que vous connaissez sa tête parce qu'il est déjà venu si vous avez vu ce live. Donc, c'est vraiment un très bon plaisir. Je me recoiffe. Voilà, je voulais savoir pas ton histoire avec M. Eastwood, du coup. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, Clint Eastwood a toujours fait partie de mon imaginaire cinéphilique parce que ma mère adorait Clint Eastwood. Mais ma mère, avec tout le respect que j'ai pour elle, ne sait pas faire la différence entre le Clint Eastwood réalisateur et l'acteur. C'est-à-dire qu'elle, elle l'adore, lui. Elle aime le voir jouer, elle aime tout ça. Donc, moi, j'ai découvert d'abord Eastwood avec ma maman, qui est très cinéphile aussi, et qui m'a montré les films abordables quand on est enfant, à savoir Les Doux, Durs et Dingues, avec Clyde, Laurent Houtan. Alors moi, après, j'ai découvert avec mon frère Les Inspecteurs Harry, mais c'était l'acteur réservé aux vieux, tu vois, à ce moment-là. J'avais rien contre Clint, mais c'était un peu la vieille génération.
Et du coup, je m'intéressais pas encore à lui vraiment. J'ai vu des films comme ça, plic-ploc, comme on dit, mais j'avais pas encore d'affinité avec Clint. Et un jour, c'était en 2005, c'est mon cousin qui vient chez moi et il m'a dit, écoute, j'ai découvert un film complètement dingue. Et toi qui es cinéphile, si tu l'as pas vu, ben c'est un tort. Et ce film, donc il vient avec le DVD chez moi un samedi soir, je m'en rappelle encore. Et c'était Million Dollar Baby. Alors pareil, donc en toute logique, hein, j'avais vu ce film. Moi, mon cinéma de quartier de l'époque était pas loin, et donc quand je passais devant, je voyais l'affiche. Ça m'avait jamais flashé. L'affiche, elle est pas très sexy en plus, je trouve. En noir et blanc, comme ça, avec la moitié du visage de Clint Eastwood, Hilary Swank, Ah, on te perd. Morgan Freeman, sexy quoi. Et tu m'entends? Ah, Ouais, ça pardon, y est, il y a eu un je te bug. entends, mais c'était moyen il y a quelques minutes. Ah, ok. Voilà. Ça y est, J'en ai c'est bon. profité, j'en ai profité pour allumer, t'as vu, hein. D'accord. Et donc, pareil, ce film, lorsqu'il est sorti en salle, ne m'avait pas hyper hypé non plus. Et là, il arrive avec le DVD et je me dis, bon, s'il me le conseille à ce point, c'est qu'il doit être fameux parce que mon cousin n'était pas comme ça dithyrambique en général. Donc, on se le regarde et j'ai été happé pendant 2h10. Là, j'avais le sentiment d'avoir vu un film d'un genre nouveau, une façon de raconter les histoires différente et surtout une façon, dans un genre dramatique, à jouer un peu avec mes nerfs et mes sentiments, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, j'adore être mené en bateau par le réel. C'est un truc que j'adore. Une fois que je sens que c'est convenu, le film peut être sympa, mais voilà, ça se digère vite et tout. Mais quand j'ai eu l'impression d'avoir été manipulé comme ça, c'est un truc que j'adore. Et effectivement, je pense que c'est la première fois que je me suis senti manipulé au cinéma parce que je ne m'attendais pas du tout à cette histoire. Moi, je m'attendais à un film à la Rocky, quoi, avec un training montage très, très nerveux. Surtout que moi, les films de boxe, bah, c'était principalement les Rocky. Et j'avais ce cadre-là en tête. Et là, c'est pas ça du tout que Eastwood propose. Déjà, il parle de la classe moyenne de l'Amérique. Alors, Rocky aussi. Mais il y a un côté pathétique, peut-être même déprimant, que je ne retrouvais pas dans Rocky. Rocky était au contraire pour moi très galvanisant. Et là, c'était un peu déprimant, mais à la sauce Eastwood. C'est-à-dire que malgré tout, avec des petites vannes, surtout entre Morgan Freeman et lui, qui viennent dénoter avec un côté plombant qui est amené pour moi par Hilary Swank. Je repense à plein de petites scènes. Elle bosse dans un resto sur le côté, donc c'est pas une boxeuse pro. Donc c'est une boxeuse amatrice. Et donc en fait, elle bosse dans un resto et le soir, elle vole le reste des plats que les clients laissent dans leur assiette. Donc, et elle dit à son patron que c'est pour son chien. Elle n'a pas de chien, c'est pour elle, quoi. Et puis, on voit, elle rentre chez elle, elle mange la viande, le bout de viande qu'elle a piqué, elle le mange froid et tout, parce qu'elle n'a pas de micro-ondes, elle n'a pas de télé. Donc, c'est vraiment le côté un peu... il y a un petit côté les raisins de la colère, quoi, moi, qui me fait très fort déprimer. Et à côté de ça, ben, il y a cette nana qui a envie de réussir. Elle a 34 ans à l'époque et 34 ans dans la boxe, c'est proche de la retraite, quoi. Et malgré tout, c'est nana en plus. Elle a envie de se faire coacher par Eastwood qui, lui, s'est mis comme règle d'or de ne pas entraîner les nanas. Et donc, voilà, ça commence comme ça. Donc, déjà, j'avais jamais vu ce genre d'histoire traitée au cinéma auparavant. Et puis après, la fin, je ne vais pas la spoiler, mais moi, la fin, je m'y attendais absolument pas. Quel pathos, mais un pathos maîtrisé. C'est pas un pathos maladroit, tout est géré, la moindre réplique, le moindre plan, la moindre position de caméra, tout est
réfléchi à la virgule. Ce film est d'une perfection absolue pour moi. Et là, je me suis fait, mais ce film, le lendemain, parce que j'avais demandé à mon cousin de me laisser le DVD. Et le lendemain, donc même pas 24 heures plus tard, le lendemain matin, je l'ai regardé une deuxième fois. Et en parallèle, j'ai un pote qui tenait à l'époque un vidéoclub et je lui en parle, quoi, parce que j'avais l'habitude de parler de mes découvertes avec lui. On n'était pas encore dans l'ère, dans le boom Internet comme aujourd'hui. Hein. J'avais pas de chaîne YouTube, j'avais rien. Donc moi, j'en parlais avec lui. C'était mon témoin. Et il m'a dit, bah, tu sais que ce film-là, oui, c'est vrai que c'est un pur chef-d'œuvre. Je le pense également. Mais tu sais que l'acteur Clint Eastwood, c'est le réal du film. Hein. J'ai fait, ah bon, il réalise? Ça, je savais pas. Et je fais, mais c'est passionnant. Et quoi, tous ces films sont de cette qualité-là? Pas tous. Mais et là, il me dit une phrase que je redis moi-même aujourd'hui, comme si elle était mienne, en fait, parce que je le pense tellement. Il me dit, mais tu sais, un mauvais Eastwood, ça reste meilleur que tout ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Il me dit ça en 2005. Et j'ai fait, bah, écoute, je veux le voir. Et il me dit, OK, je vais t'imprimer la liste des films qu'il a réalisés et tu vas me faire le plaisir de les regarder dans l'ordre chronologique. Et ben, je l'en remercie pour ça parce que j'ai effectivement pu observer son travail de son premier film en tant que réal jusqu'à l'époque Million Dollar Baby, et j'ai enchaîné avec les films qu'il fera plus tard, Gran Torino, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une nette... c'est son parcours de réalisateur, en tout cas, mérite d'être observé de cette manière-là, parce que c'est touchant de voir comment il gérait son premier film, de voir ce qu'il fait aujourd'hui, c'est fascinant. Et donc moi, Eastwood, c'est ça, il apporte beaucoup à mon développement personnel, en fait. Il répond à beaucoup de mes questions, il me raconte des histoires, j'ai l'impression qu'il me parle quand je regarde les films qu'il réalise, alors que j'ai pas du tout ça avec ces films où il est simplement acteur. Je le trouve même pas, alors pardon, hein, mais je le trouve même pas bon acteur en fait. Je le trouve charismatique, je le trouve c'est comme Tarantino. Hein. C'est comme Tarantino, on ne trouve pas réalisateur, mais acteur. Voilà, je pense pareil pour Ben Affleck. J'aime pas l'acteur, mais je le trouve excellent réalisateur, trop rare à mon goût. Et voilà. Et pareil pour Robert Redford, je le trouve meilleur réal que acteur. C'est vrai. Ouais, et du coup, je le trouve pas bon comme acteur, mais je le trouve gigantesque comme réal. Et donc, oui, voilà, je reprends, pardon, je dégraisse légèrement. Donc, c'est la première fois que j'ai senti qu'un réalisateur me parlait rien qu'à moi. Et ça, c'est réconfortant, quoi. Je lui souhaite de durer encore le plus longtemps possible. Mon Dieu, le jour où il partira, ça va me faire un mal de chien, vraiment. Donc, voilà mon rapport à Clint Eastwood. Pour résumer, c'est finalement très personnel, c'est très humain. C'est au-delà de l'artistique. C'est une conversation entre lui et moi. Vraiment. C'est ça qui... Enfin, moi, j'ai vu vraiment une aventure de ouf avec cette nouvelle chaîne. Parce que ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que Million Dollar Baby, le premier film de Eastwood que j'ai vu au cinéma. Ah ben, c'est magnifique. Ah ben voilà. Et moi, je l'ai raté en salle. Alors moi, je vais t'avouer, du coup, tu m'as donné envie de le revoir, parce que moi, quand je l'ai vu au cinéma, je ne l'ai pas du tout aimé. Et même, ça ne m'a fait pas du tout aimer, du coup, le réalisateur. C'est pour ça que je ne l'ai pas du tout suivi par la suite. Et c'est avec Mystic River que là, j'ai redécouvert le Eastwood. Voilà, parce qu'après, j'avais découvert donc, le film Un monde parfait. Mais c'est déjà dans les années 90, parce que j'étais dans cet univers-là, c'est-à-dire le côté réel. Toujours avec de la fiction, mais le côté réel. C'est pareil avec Tarantino. Je trouvais que ça se rejoignait beaucoup dans ce genre de film. Du coup, c'est pour ça qu'avec ce film-là, il a su vraiment tout de suite me parler, contrairement à ses autres films plus tard, donc comme Million Dollar Baby, tu vois. Donc, du coup, voilà. Non, mais c'est... Mais oui, en fait, je crois que moi, ça a été important pour moi de le découvrir avec ce film-là, alors que c'est un hasard pur. Mais je pense que si j'avais commencé par son premier et au final
j'aurais enchaîné dans l'ordre, donc Million Dollar Baby est très loin, hein, si on prend sa carrière de manière chronologique. Peut-être que ça m'aurait pas fait le même effet. Je l'aurais trouvé quand même très bon, ça oui, mais je pense que ça a été un bienfait pour moi de le découvrir pardon pour le pléonasme, de le découvrir en premier. Découvrir aussi avec un certain regard adulte aussi. Hein. On ne découvre pas tout quand on est jeune, hein, parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière, la façon dont on va nous raconter leur histoire. Et du coup, je trouve ça normal qu'on découvre des réalisateurs, mais bien plus tard, en fait. Oui, et puis pour moi, c'est toute une question de timing. Tu sais que moi, volontairement aujourd'hui, avec l'expérience cinéphilique, je peux pressentir quand c'est pas le moment pour moi de découvrir un film. Ouais, moi je pareil. Et alors, je l'enregistre, je le mets dans ma liste de films à regarder. Mais je peux moi, j'ai des films que j'ai dans ma liste. Je suis sûr que je ne regarderai pas avant 2028-2029. Hein. Ouais. Vraiment. Mais ils sont là, ils dorment. Et voilà. Bah, c'est assez rare, hein, mais j'ai des films comme ça. Par exemple, moi, je suis passé à côté. Je crois que c'est une question de timing, parce qu'il est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma pourtant. Mais Citizen Kane, moi, je suis passé à côté. Je me suis ennuyé, mais un truc. Ben voilà, on est deux. Voilà, et donc, mais je compte le redécouvrir plus tard, quand j'aurai pris un peu de bouteille. Je pense que c'est parce qu'on a été trop hypés, justement, aussi, peut-être par les cinéphiles, justement, qui nous disaient qu'il faut le voir parce que c'est un chef-d'œuvre. Et quand tu le revois, toi, en tant que spectateur, des fois, quand tu n'as pas la personne pour t'expliquer ce qu'est ce film, en fait, ce qu'il représente dans l'histoire du cinéma, en fait, tu ne peux pas forcément le saisir tout de suite. Quoi. Ça, exactement. Exactement. Et moi, j'ai eu ça avec tout le cinéma de Sergio Leone, par exemple. Moi quand j'étais gamin, je détestais Eastwood dans les westerns. Ça me fait, je trouvais ces films ennuyeux, mais un truc de dingue. Et aujourd'hui, mon western préféré, c'est Le Bon, la Brute et le Truand, quoi. Le timing. Ouais, c'est ça. Bah alors, dis-moi comment tu as découvert Un Monde Parfait, du coup, et ce que tu as ressenti quand tu l'as découvert. Alors, je me suis rappelé que ce film, je l'avais vu quand j'étais pré-ado. Et j'avais beaucoup aimé, mais sans me dire que c'était un Eastwood. Et pour moi, c'était un Kevin Costner. Je suis pareil. Ouais, mais ça change tout. Hein. Ça change tout. D'ailleurs, je salue Brandon, qui est un réalisateur avec qui je travaillerai la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je l'ai vu hier pour préparer le tournage et on a parlé justement de Kevin Costner et on disait justement que c'est dommage on y reviendra plus tard dans l'émission, mais c'est dommage que Costner et Eastwood ne s'entendent pas parce que ce sont encore les deux personnes qui veulent à tout prix conserver l'esprit américain. Dans le sens noble du terme, et il y en a un qui est foncièrement démocrate et l'autre qui est républicain. C'est vraiment dommage parce qu'en fait ils ont la même envie sur leur pays. Ce sont deux personnes qui aiment tellement leur pays, c'est dommage. Enfin bref, donc je les salue et j'espère qu'ils écouteront ce podcast. Ils m'ont dit qu'ils le feraient. Je dis eux parce que c'est lui et Margot sont sa partenaire de vie et de travail. Donc voilà, je vous embrasse. Donc, moi, Un Monde Parfait, donc c'était dans ma chronologie, hein, donc je l'ai vu, je l'ai revu assez loin dans sa filmo. Et c'est un film charnière pour moi parce que j'avais déjà eu cette impression, mais c'était juste une esquisse avec Impitoyable, mais j'ai eu la confirmation avec Un Monde Parfait que Eastwood ne fixe jamais ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que ça, en parallèle de ma découverte de sa filmographie, je lisais beaucoup d'ouvrages qui parlaient de lui, de sa philosophie, de sa méthode de travail, puis c'est ô combien lié d'ailleurs. Et donc, pour Eastwood, le bien, le mal fixe n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a même la plus grosse pourriture au monde à des moments où il va avoir un acte posé
qui sera un acte qu'on considérera comme quelque chose de bien. Et inversement, quelqu'un que la société va juger comme quelqu'un de bien aura à un moment donné dans sa vie un acte pas bien. Donc ça, c'est très eastwoodien, c'est-à-dire que rien n'est ancré, tout peut changer. Et avec Un monde parfait, ce qui m'a séduit et qui m'a manipulé aussi, qui m'a manipulé la tête, Eastwood le fera souvent après. Donc c'est qu'en fait, il y a tellement de choses à dire, je ne saurais par où commencer. Donc en fait, Kevin Costner joue le rôle d'un personnage, donc comme je le dis, aux yeux de la société, pas bien. Ouais. C'est-à-dire c'est un repris de justice, un évadé en plus. Il s'évade de tôle, il s'entend pas avec son co-détenu. Ils ont une relation franchement qui est basée sur tout sauf sur la confiance. Ils se détestent, clairement. C'est quelqu'un a priori de pas sympa. Au début, tu le vois, tu te dis, mais Costner, si c'est comme ça pendant tout le film, ça va pas le faire, quoi. Il est imbuvable. Je le déteste dès le début. Et je pense que c'est voulu. Ah, bah oui. Et donc, il croise la route d'un garçon qui va l'amener, lui, Costner, à, par la force des choses, par un concours de circonstances et dans la précipitation, qui va l'amener à le kidnapper. Ouais. C'est pas prémédité, c'est vraiment dans le feu de l'action. Il le fait pas, entre guillemets, pas exprès. Il le prend dans sa voiture et il s'en va. Et je laisse le soin aux personnes qui n'ont pas vu le film de découvrir cette scène d'ailleurs qui est très riche, je trouve. Et au fil du temps, donc à ce moment-là, le film devient un road movie. Et au fil du temps, on réalise qu'en fait, déjà, il fait une projection de lui-même dans l'enfant. Et ça me parle. Les projections, j'ai toujours adoré ça. Et en fait, on comprend que l'enfant est aimé par ses parents, qu'il a une famille, mais que ses parents sont témoins de Jéhovah, prise de position de la part d'Eastwood. Donc, ils sont témoins de Jéhovah et donc ils ont un carcan qu'ils doivent suivre. Donc, il y a des règles de choses à ne pas faire. C'est horrible. Et donc, en fait, qu'ils le privent de toute liberté simple. On ne parle pas de grande liberté, on parle de interdiction de frapper aux portes à Halloween, interdiction de manger des bonbons, interdiction de vivre dans un monde de fantaisie, tout ça. Et Kevin Costner, en fait, veut que cet enfant vive comme un enfant, en fait. Et là, on commence à voir un gars qui passe de pas bien à un gars, en fait, pétri de valeur, mais il reste ce gars pas bien. C'est complètement dingue. Et c'est très eastwoodien. C'est-à-dire que, alors maintenant, est-ce que tu penses toujours que ce mec est bien ou pas? Et si tu penses que ce n'est pas le cas, est-ce que ça ne pose pas des questions sur toi-même en tant que spectateur? Est-ce que toi, tu n'as pas été amené, toi qui juges Kevin Costner, le personnage, est-ce que toi, tu n'as pas été amené à faire des choses pas bien dans ta vie, entre guillemets, espèce d'hypocrite? Voilà ce qu'Eastwood me dit à ce moment-là. Et donc, oui, effectivement, je me suis senti hypocrite parce que, je peux le dire aujourd'hui, donc il y a une scène où l'enfant se trouve dans un magasin avec son déguisement de fantôme. Enfin, il le vole. Et donc, il y a Kevin Costner qui lui explique la différence entre prendre quelque chose à quelqu'un et voler. J'adore cette scène d'ailleurs. Et moi, en fait, je me suis retrouvé ça m'a rappelé que je me suis retrouvé dans la même situation que cet enfant. C'est-à-dire, quand j'habitais chez ma mère, en face, il y avait un magasin de jouets. En face de ma maison. Et j'ai été amené à voler la VHS de Jurassic Park, qui était à l'époque la nouveauté en VHS. Donc, un film qui coûtait l'équivalent de 20 €, quoi. Et je l'ai volé. Il n'y avait pas de système anti-vol à l'époque. Il n'y avait pas de caméra de surveillance. On est au milieu des années 90 et ce magasin n'avait pas de dispositif, même pas de gardien, rien. Donc, c'était juste, tu te faisais gauler ou pas. Si tu te faisais gauler, quand tu es mineur, on appelle les parents. Et voilà, moi, j'ai réussi.
Et donc, j'ai volé la VHS de Jurassic Park. Je me le suis rappelé. Et ben, comme ce petit garçon avait volé son déguisement. Et donc voilà, forcément reflet. Donc, je suis dans cet esprit de je suis le petit garçon. En plus, moi-même, j'avais besoin très fort, étant enfant, d'une image paternelle, comme mon père s'était barré à 6 ans. Enfin, quand moi j'avais 6 ans, du coup, je me retrouve à me trouver des points communs avec ce petit loulou qui est en plus hyper mignon, je trouve, tout comme moi je l'étais. Ah, mais moi, c'est mon neveu, moi. C'est à chaque fois que je le vois, c'est mon neveu, quoi. C'est la même bouille et tout, c'est mon neveu. Ah, c'est trop mignon. Ah oui, à mort. Et donc, donc moi, je me retrouve entre deux, quoi. Il y a un truc, je suis plus uniquement spectateur, je vis carrément l'histoire. Et puis, je me surprends à ne pas être du côté de Clint Eastwood, finalement, qui représente le bien, qui représente la justice, la droiture. Et moi, je me retrouve du côté à supporter Kevin Costner et à ne pas vouloir qu'il se fasse choper. Et donc, on réalise, un peu comme Ben Affleck le fera avec Gone Baby Gone, je trouve que ces deux films se ressemblent très fort. Et en fait, je me retrouve à me dire, mais en fait, il est bien mieux avec cet homme qui l'a kidnappé que s'il retrouve ses parents, qui l'aiment, hein, ça n'a rien à voir, mais qui, par leur choix de vie, en fait, castrent cet enfant. Et cet enfant n'a jamais mangé un bonbon de sa vie. Cet enfant n'a jamais eu ce vertige d'aller frapper aux portes en demandant un sort ou la vie, quoi. Ouais. Alors, donc du coup, j'ai envie que cet enfant, il reste toute sa vie avec lui. Et ça, normalement, c'est pas bien parce qu'il est de l'autre côté de la barrière. Donc voilà, c'est tout ce maelstrom qui se passe dans mon esprit. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et maintenant que je suis papa, je regarde ce film avec une troisième couche. C'est qu'est-ce que je peux faire, comment agir pour que mon amour de père, parce que j'ai tendance à être un papa très protecteur, et je remets ça en question. C'est-à-dire, j'ai pas envie que mon fils tombe. Par exemple, je suis très stressé quand là maintenant il est à un stade où il veut traverser la rue tout seul. Je suis très stressé. Alors que ça dure, à son rythme, ça dure 20 secondes au lieu. Et j'ai toujours ce stress quand j'entends au loin une voiture arriver. Je lui dis, allez, cours. Et j'ai pas envie de lui communiquer ce stress. Et donc, forcément, ça me fait travailler moi-même mon rôle de père, quoi. Et je me dis, voilà, avec ce film-là, je me suis posé la question, parce que j'ai revu le film pour l'émission, et je me suis dit, mais voilà, maintenant, je regarde ce film avec une troisième couche, et c'est fascinant. Et quoi, quand je serai grand-père, je vais me mettre à la place d'Eastwood, j'en sais rien, tu vois. Et donc, voilà, ça, c'est la puissance qu'a ce film, et par extension, qu'a Eastwood sur moi. Oui. Et d'autres films à lui vont m'amener à me poser un autre type de questionnement. L'héritage avec Gran Torino, par exemple, Gran Torino me fait me poser des questions sur ce que je veux laisser sur Terre, par exemple. C'est important pour moi de laisser quelque chose, une trace. Et c'est un questionnement très, très présent dans mon esprit. Et bien là, c'est pareil, en fait. C'est d'un autre niveau, mais c'est pareil. Moi, je me pose la question maintenant. Je veux que mon fils aussi vive des choses et donc, du coup, que mon amour de père ne l'étouffe pas. Ça, c'est mon combat, c'est mon questionnement aujourd'hui. Mais c'est un questionnement qui est encore plus puissant quand je regarde ce film. Donc voilà, ça c'est mon rapport à Un monde parfait, c'est que je le regarde aujourd'hui avec une troisième couche qui est celle-là. Mais je vois que c'est la force de chez Eastwood, qui a très bien dit, de se reconnaître dans un des personnages à chaque fois, en fait, qu'il met en scène dans ses films, parce que mine de rien aussi, le personnage de Kevin Costner, il a aussi une histoire, il n'est pas devenu méchant du jour au lendemain, on apprend aussi au plus grand et à mesure de l'histoire que son père l'était, que du coup il était aussi très dur, parce que au bout d'un moment, quand ils vont essayer de fuir la police, on va voir qu'il
qui vont rencontrer du monde sur la route et qui va raconter en même temps l'histoire en fait de Kevin Costner. Ça aussi, c'est une très belle trouvaille de trouver de manière complètement différente de raconter l'histoire de ces deux garçons. Et lui, on va apprendre qu'il déteste par exemple la violence sur les enfants. Et ça, on va comprendre au fur et à mesure que c'est parce que lui, il a vécu. Et c'est ça aussi la force de ce film. Oui, et paradoxalement, ça le rend violent. Oui, c'est ça. Donc, je fais référence à la scène où il trouve refuge dans la famille. Et là, les rapports entre le bien et le mal se repositionnent dans cette scène. C'est-à-dire que il ne faut pas être violent sur un enfant, mais par contre, il va se montrer violent devant les enfants. Alors, ok, il les préserve un petit peu quand même, mais les enfants, c'est pas pour rien qu'ils pleurent à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'une rupture commence à se mettre en place, parce qu'il faut bien, à un moment donné, il faut bien que ce kidnapping trouve finalement une résolution. Et là où Eastwood a été malin, je pense, là où le sentimentalisme se met en place, c'est que la fracture vient pas de la police, elle vient de l'enfant. Et elle vient des démons intérieurs de Kevin Costner qui ressurgissent à ce moment-là. Et moi, ça me bouleverse, cette scène. Parce que justement, le petit garçon dit « Je ne te fais plus confiance ». Et c'est hyper émouvant oui, à un moment donné, c'est vrai qu'il a peur de lui. Il finit par avoir peur à un moment donné du personnage de Kevin Costner. Et c'est finalement un choix très adulte que fait l'enfant. Ouais. Donc, Eastwood le dira plus tard. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur enfant que j'ai pu voir jouer dans un film. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je trouve que c'est bien sûr. le meilleur enfant que j'ai pu voir jouer. Quoi. Une précocité, c'est incroyable. Quoi. Oui, et Eastwood, d'ailleurs, il l'a dit en interview, je crois que c'est un tacle à Costner parce qu'ils ne s'entendaient vraiment pas. Hein. Donc, en fait, il a dit que c'était le meilleur acteur du film pour lui. Et que surtout, qu'il prenait un plaisir immense à le faire répéter. Alors qu'on sait qu'Eastwood ne fait jamais répéter ses acteurs. Donc, aussi peut-être, je pense qu'Eastwood met un peu beaucoup de lui, mais surtout un peu de lui papa dans ce film. C'est-à-dire qu'Eastwood n'a jamais été très présent quand ses enfants étaient petits. C'est par le biais du travail qu'il s'est rapproché de ses enfants. Et en plus, il joue dans ses films, je crois, une fois qu'il est plus grand. Dans Honky Tonk Man, encore un Eastwood avec lequel je prendrai un énorme plaisir de discuter. Parce qu'il y a plusieurs de mes passions dans ce film. Mais oui, en fait, il travaille avec son fils. Il joue le rôle de son neveu dans ce film. Si tu ne l'as pas vu, je te le conseille vivement. Honky Tonk Man. Moi, je suis un fou de blues et de jazz. Et voilà, c'est un film qui parle de ça. Ça aussi. Eastwood met énormément de lui aussi là-dedans. Et là, on est en 83. Et le film est juste magnifique, magnifique, magnifique. Un film post-Nouvelle Hollywood. Eastwood qui a toujours été contre ce mouvement, alors que je trouve que son cinéma a quand même des similitudes avec le Nouvel Hollywood. Mais un film post-Nouvelle Hollywood bien mis, magnifique, qui rejoindra plus tard son film Bird, le biopic sur Charlie Parker. Je digresse, mais c'est important quand même. J'ai vu Bird, mais je n'ai pas vu l'autre. Du coup, je vais me le noter, l'autre. Je considère, moi, que Honky Tonk Man est meilleur. Hein. D'accord, ok. Bird, j'ai pas trop aimé certains choix d'Eastwood dans ce film. Ouais, moi aussi. Mais, je l'ai trouvé un peu long. Ouais, je l'ai trouvé long, et surtout profondément déprimant. Mais à l'inverse de $1 Million Baby, il n'y a aucune note d'espoir dans ce film pour moi. Et moi, j'ai besoin de ça. Si c'est pour voir un film dramatique, j'ai au moins besoin de voir une lueur arriver à un moment donné. Et dans Bird, je ne la sens pas. C'est un film qui commence mal, qui finit pire. Il n'y a pas de... Et ça, j'ai horreur de ces films-là. Et donc, je n'aime pas Bird. D'ailleurs, je le dis souvent, hein, Eastwood est mon réal préféré, mais il y a 30% de sa filmo que je n'aime pas. Non, mais Et je trouve aussi où il était un peu en avance sur son temps, c'est la question de la femme aussi, où la femme qui est obligée de faire sa place face à ces machos pour pas se faire agresser. Et puis, du coup, ça montre encore le côté
méchant de l'humain et surtout dedans avec un petit âge qui va être aussi un voir enfoiré même avec les femmes. J'aime beaucoup aussi du coup ces relations-là entre adultes aussi quand ils sont dans la caravane à chaque fois. Moi, tous ces passages-là dans la caravane, ils me font tellement rien. C'est vrai, Et, c'est vrai. ils sont jamais ridiculisés par contre ces personnages. C'est ça qui est fort. Non, non. Par contre, Eastwood met légèrement en avant, de nouveau, comme dans tous ses films, absolument tous, il tourne en dérision le pouvoir, le pouvoir situé dans la hiérarchie. Ouais. C'est-à-dire que tu peux regarder n'importe quel film de lui, à un moment donné, le supérieur va être tourné en ridicule. Ouais. De n'importe quelle manière. Et là en fait, il compare les gens qui représentent le pouvoir. En fait, il les filme comme on filmerait des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont très immatures, finalement. Ils ont un objectif. Quoi. Voilà, exactement. Exactement. Et pardonne-moi l'expression, celui qui a la plus longue. Je m'excuse, mais c'est un peu ça. Et donc, d'ailleurs, Laura Dern le dit plusieurs fois, elle le fait comprendre. Laura Dern, ça a été casse-gueule, hein, parce qu'elle passe d'un blockbuster immense, immensément reconnu par la profession et par le public, pour aller dans un film plus intimiste, en second rôle. Elle a fait un choix, mais en fait, elle a accepté parce que c'était Eastwood. Donc, elle a dit, je crois qu'on ne refuse pas une invitation de Clint, hein, elle l'avait dit. Mais franchement, ce n'est pas le rôle qui la mettait le plus en avant. Ouais. Surtout qu'elle avait bossé auparavant avec Lynch, où elle avait été excellente d'ailleurs. Jurassic Park, elle était excellente. Et puis là, c'est un film avec moins de moyens quand même. Je crois qu'il y avait même moins de moyens que Sailor et Lula. Mais là, il y avait vraiment très peu de moyens. Enfin, très peu de moyens. Ça reste américain, ça reste un... Mais c'est pas un blockbuster. D'ailleurs, Un Monde Parfait va avoir un succès financier. Hein. Ouais. Donc, il va avoir un joli succès, mais ça va rester un succès critique assez moyen. Donc, en fait, elle a joué son va-tout avec ce film. Elle a eu 100 fois raison. Et t'avais des chiffres, il me semble. T'as des chiffres, hein, il me semble. Oui, en fait, le film a coûté 14,5 millions de dollars. Je les ai notés, mais en fait, je les ai retenus. Et ça peut paraître colossal, mais en fait, il a coûté, il a rapporté 230 millions. Donc oui, c'est un succès financier. Donc il a remboursé sa mise, il a gagné. Ça lui a permis, surtout qu'il avait fait Impitoyable avant, donc ça lui a permis d'asseoir sa réputation de mec intouchable à Hollywood, surtout auprès de la Warner. Mais en fait, pour la critique, Impitoyable est un tel monument, un tel chef-d'œuvre, et Eastwood a beaucoup bataillé pour que ça soit reconnu comme tel. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre d'emblée comme ça qui est venu se mettre dans l'inconscient collectif. Il a beaucoup bataillé, et c'est grâce à la France. Donc merci les Français. C'est grâce au Festival de Cannes et c'est grâce à Bertrand Tavernier qu'Impitoyable est aujourd'hui reconnu comme un chef-d'œuvre monumental, intouchable, indéboulonnable. Donc merci la France et merci Bertrand Tavernier. Là, il a fait un travail immense. Parce que Tavernier était un très bon ami de Clint Eastwood, hein, parce qu'Eastwood a toujours adoré le cinéma français et le cinéma belge. Et il adorait absolument, il adore absolument tous les films de Bertrand Tavernier. Surtout, son préféré est un film sur le jazz avec François Cluzet, qui est Autour de minuit, un excellent film sur le jazz. Et donc, en fait, ils sont liés d'amitié grâce à ce film. Et donc, Bertrand Tavernier a dit, mais ce film-là doit être défendu bec et ongle parce que non seulement le western est supposé être mort au moment où Tavernier découvre ce film, et en plus, il dit, ce film doit être habilité absolument, ce film est un chef-d'œuvre. Et il a eu raison, parce qu'Impitoyable est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre. Il faut que je revoie, c'est vrai. Et donc, oui, Impitoyable a tellement tout écrasé
qu'en fait, les critiques ont estimé qu'Un monde parfait était certes bon, mais sans plus. Impitoyable et prenait trop de place. Et donc, Eastwood s'est fait de l'ombre à lui-même. Ça aussi, c'est pas commun. Je crois qu'il y a que Scorsese et Spielberg à qui c'est arrivé. Sinon, ça n'arrive pas normalement dans le métier. Et là, Eastwood s'est fait du tort à lui-même. C'est juste ça. Et aux États-Unis, ça n'a pas marché. Donc, quand je te dis 230 millions, c'est dans le monde, et notamment grâce à l'Europe. Parce que Eastwood a gagné ses galons d'auteur, donc ce qui est pour moi beaucoup plus fort que juste icône. Pour moi, un réal qui devient un auteur, c'est plus important qu'un réal qui devient une icône. Ce sont des gens de l'ordre de Spielberg, Scorsese, Coppola, peut-être même surtout Coppola. Ce sont des auteurs, ce ne sont pas des stars, pas uniquement, ce sont des auteurs. Et Eastwood a gagné ces galons-là avec Impitoyable, avec Un monde parfait, mais Un monde parfait n'a pas fait l'unanimité, malheureusement. C'est fou, hein, mais ça, est-ce que c'est pas le côté, parce qu'on a eu quand même des critiques comme ça, et moi je le vois un peu dans ma famille, est-ce que c'est pas le côté anti-américain, parce que c'est quelqu'un qui critique beaucoup son pays, donc du coup, est-ce que c'est pas parce que justement il apporte un regard très critique sur son pays, que du coup ça a marché plus à l'extérieur que chez lui en fait? Certainement. Après, Eastwood, quand il critique son pays, c'est un peu comme un amoureux qui a été trahi par son amour, hein. C'est-à-dire qu'il aime son pays. Il aime son pays. Et quand souvent lié, c'est d'ailleurs lié au choix politique, quand la politique le satisfait, en gros quand la droite est au pouvoir, hein, même s'il se revendique surtout centriste, hein, mais il a quand même toujours soutenu les présidents de droite. Là, à ce moment-là, il filme bien son pays. Il n'a jamais fait d'aussi mauvais film que quand la gauche était au pouvoir. Le côté démocrate, pardon. C'était sous Clinton. Il n'a pas fait des excellents films. Donc, c'était Minuit dans le jardin du bien et du mal, tout ça, tout des Eastwood mineurs pour moi. Quand Barack Obama était au pouvoir, c'était La Mule. Alors, moi, j'aime bien La Mule, hein, mais voilà, on ne peut pas dire que c'est avec La Mule qu'il filme le mieux son pays. Non, mais par contre, quand il est ravi de son pays, là, il filme quoi? Il filme American Sniper, hein, il filme tout ça, des films où, voilà. Et donc, c'est bien, et en même temps, c'est pas bien dans le sens où ça lui donne un peu l'image. Et quand j'avais été au festival Microciné de Samir, j'en avais parlé avec un copain qui était présent. Il m'avait dit oui, mais Eastwood, c'est un peu le réal qui, je vais pas le citer parce que je veux pas que ça soit mal interprété, c'est pour ça que je ne le cite pas, et je pense très fort à lui. C'est un peu le réal qui change d'avis à chaque film, un peu qui retourne sa veste. Je comprends, mais il retourne pas sa veste complètement, c'est-à-dire qu'il reste fondamentalement le même, mais effectivement, c'est pas que son avis change, c'est qu'il place sa caméra à différents endroits. Oui, en fait, il place. C'est là où je peux éventuellement estimer qu'il soit centriste, c'est-à-dire qu'il place sa caméra à différents endroits de ses opinions. Ça veut pas dire que son opinion change. Ça veut dire qu'il estime qu'à ce moment-là, il ne faut pas en parler. Alors, il va utiliser un autre angle de son opinion et il va filmer sous cet angle-là. C'est plutôt ça, Eastwood. Et effectivement, il y a le regret par rapport à Kennedy. On sent qu'il a beaucoup été touché par cette période, comme la plupart des Américains. Les Américains ont senti que le pays allait décliner à partir de l'assassinat de Kennedy. Hein. Et Eastwood, pareil. Eastwood a été, même s'il a après soutenu Nixon et Reagan, hein, mais voilà, Kennedy, pour lui, marque une rupture dans son pays. Il a eu très peur pour son pays quand Kennedy a été assassiné, et je trouve que ça se ressent dans Un monde parfait très fort. C'est-à-dire qu'il filme un pays qui est en train de péricliter, simplement. Et
Et c'est pour ça qu'il ne sait pas trop où se placer, où est le bien, où est le mal. Alors oui, la personne qui kidnappe l'enfant est pétrie de valeur, alors que les parents qui représentent l'amour, en fait, sont tellement enfermés dans leur carcan, dans leur dogme, qu'en fait, ils oublient d'aimer leur enfant. C'est ça. Et donc, en fait, pour lui, pour Eastwood, c'est le fondement du déclin de son pays. C'est qu'en fait, on ne passe pas assez de temps à aimer ses enfants, et lui y compris. D'ailleurs, il n'est pas hypocrite sur lui, Eastwood. C'est tout sauf un hypocrite, Eastwood. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quitte à se faire mal, mais il va dire les choses. Il le dit. Je n'ai pas été un bon père. Il le dit dans ses films. Je n'ai pas été un bon père. Et encore, en n'étant pas bon, j'ai été meilleur avec mon fils, enfin, avec Kyle. J'ai été meilleur avec Kyle qu'avec Alison Eastwood, qu'avec Scott Eastwood. Avec Scott Eastwood, il a été incroyablement dur et il le reconnaît. Tu sais, il avait fait le casting, Scott Eastwood, pour American Sniper. Il a dû, chaque fois qu'il a joué dans des films de son père, il a toujours dû passer des castings. Pas de népotisme avec Eastwood. Hein. Avec Alison, oui, mais pas avec Scott. Et donc, en fait, il n'est pas le même avec chacun de ses enfants. Il montre des préférences. Donc, en fait, Scott Eastwood a raté son casting. T'imagines ce que ça représente, ça, pour un fils? C'est-à-dire que, et Eastwood lui a répondu, il n'y a rien de personnel, c'est le métier. Bam! Et donc, bon, il a eu un petit rôle dans Gran Torino, mais tu as vu quel rôle il donne à son fils dans Gran Torino? La personne qui reçoit des claques de la part des gangs, quoi. Un peu celui qui veut défendre sa nana, mais qui n'a pas les armes, quoi. Enfin, c'est ça qu'il donne à son fils. Alors qu'à Kyle Eastwood, il avait donné un super rôle dans Honky Tonk Man. Tu vois, c'est ça. Il n'est pas hypocrite là-dessus. Il en parle dans ses films. Mais ça le coûte. Et je pense même qu'il faut le voir d'une manière autrement, c'est-à-dire que c'est pas lui qui est hypocrite, mais c'est finalement la politique de son pays qui est hypocrite dans ces temps-là, quand ils sont de gauche, j'ai envie de dire. Il va toujours, de toute manière, même sous la droite, il va estimer que ceux qui sont au-dessus de lui sont hypocrites. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu le sens déjà très fort dans le retour de l'inspecteur Harry. Tu le vois très fort dans le maître de guerre, c'est très puissant. C'est-à-dire que là, il critique absolument tout. C'est puissant dans Minuit dans le jardin du bien et du mal, où en plus le gouverneur du petit village représenté dans ce film, en plus, est supposé être un assassin. Dans Les Pleins Pouvoirs, c'est carrément le président qui est un assassin. Dans Jugé coupable, qui est un film sur la peine de mort, c'est pas pour rien que tous ceux qui sont tournés au ridicule sont ceux qui jugent en fait ce personnage. Alors on peut trouver ce film manichéen sous bien des aspects, mais toujours est-il que le pouvoir mis en place dans ce film est tourné en ridicule, absolument. C'est-à-dire qu'il estime qu'ils ne sont même pas capables de prononcer un jugement convenablement. C'est un journaliste qui va en 24 heures faire des pieds et des mains pour écrire un article qui va être suffisamment fort pour que le condamné à mort ne soit pas exécuté. 24 heures. Bon, ça, c'est le côté américain, évidemment. Mais voilà, c'est toujours un plus petit qui va ébranler ce qui se passe tout en haut. Comme disait Coluche, l'odeur de la merde, il faut la remuer pour qu'elle monte. Ah bah là, c'est ce qu'Eastwood il fait. Voilà, il remue. Et au final, c'est toujours les puissants qui vont être tournés en ridicule. Toujours. Ouais. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est un réalisateur qui est très complexe, mais qui a toujours su repasser ça. Quand tu m'en parles là, c'est vrai que c'est flagrant. L'époque de son pays, dans chacun de ses films. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à... C'est ce que je dis, moi, souvent, quand je peux le dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à comprendre le cinéma américain par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre les jugements américains qui sont beaucoup plus violents. De toute façon, c'est un pays violent, hein, les États-Unis. Même Scorsese l'a dit récemment. Aujourd'hui,
tu peux te pousser une porte, tu peux te faire tirer dessus. Enfin, voilà, quand c'est ce qu'il dit, c'est que lui aussi ne se sent pas protégé par son propre pays. Et chez nous, ça, bon, à part dans quelques endroits, c'est encore impensable. Donc, du coup, on a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que la violence de ce pays. Et je veux dire, en plus, par tous les points, que ça soit en politique, que ça soit au milieu du travail, que ça soit dans la vie des gens. Et c'est ce que veut raconter, en fait, Eastwood, je trouve, à travers ces films. Mais oui, et puis, soyons clairs et nets, l'Amérique est violente depuis sa création. Ouais. C'est-à-dire, l'histoire de l'Amérique, pour moi, c'est un scandale. C'est ni plus ni moins du pillage, du génocide. C'est honteux. C'est-à-dire que ça m'énerve toujours beaucoup, ça. Quand je repense à cette histoire, je la trouve. Quelle hypocrisie! C'est un pays tellement hypocrite. Je ne vais pas me faire des amis peut-être, mais quel pays! Mais je crois que c'est le pays le plus hypocrite existant. C'est-à-dire que La France, c'est pas mal non plus. Hein. Mais je ne suis pas sûr que ce soit pareil, que ce soit du même niveau que les États-Unis. C'est-à-dire que la France est hypocrite aujourd'hui, certainement, mais malgré tout, ça reste quand même fondé sur quelque chose de profondément humain, liberté, égalité, fraternité, même si aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais l'idée de la Constitution même, la France n'a pas été conçue sur un génocide, quoi. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est les États-Unis, oui, c'est une imposture depuis sa création. Et ils ont osé inventer un mythe qu'on appellera le mythe du rêve américain. Mais quel scandale, c'est incroyable. C'est un scandale. Mythe américain, c'est un mythe, c'est faux en plus. Voilà, moi, on ne me fera jamais gober que n'importe qui peut arriver aux États-Unis et faire carrière. Schwarzenegger nous l'a montré, plein d'entrepreneurs nous l'ont montré, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça cache, cette hypocrisie? Derrière ça, c'est un métier profondément raciste. À un moment, c'est vrai que j'avais pris le parcours de Schwarzenegger comme témoin. Et je me suis dit, finalement, je me gourre peut-être. Parce que donner l'opportunité à Schwarzy de monter aussi haut que ce qu'il est monté, c'est que peut-être je devrais remettre en question mes jugements. Mais en vérité, Schwarzenegger a juste été un porte-étendard. Ça a été un étendard, pardon. C'est tout ce que ça a été. Ça a été, tout ce que ça a été, je ne dénigre absolument pas. C'est une des carrières les plus épatantes que j'ai eu à étudier, hein, Schwarzy. C'est que c'est un mindset incroyable, une mentalité à couper le souffle, mais de le laisser monter comme ils ont fait, pour au final lui dire non, finalement tu ne seras pas président parce qu'il faut être américain pure souche pour être président. C'est scandaleux parce qu'il aurait été un bien meilleur président que Trump, même s'il est du même bord. Il aurait été, voilà. Donc, ils ne veulent même pas revoir leur constitution après ce qui est arrivé. Moi personnellement, alors je ne connais pas les tenants et les aboutissants, c'est mon côté naïf et un peu syndicaliste. Mais moi, avec ce qui est arrivé au Capitole, moi, j'aurais revu la Constitution à ce moment-là. Ouais. Voilà. Là, c'est flippant. Hein. C'est flippant. Et c'est encore plus flippant. Et j'ai été encore plus loin dans la consternation quand j'ai vu que Donald Trump peut être réélu. Avec les casseroles qu'il est encore en train d'ajouter aujourd'hui, avec l'actrice porno, tout ça, avec toutes les casseroles qu'il est encore en train, en direct devant vos yeux, les gars, il est en train de se foutre de vous ouvertement et on va voter pour lui. Non, mais c'est incroyable. Il va faire la présidentielle à la prison, quoi. Mais c'est dingue. Il va être peut-être en prison et faire son métier d'avocat en prison. Eh bien, je vous invite à découvrir ou redécouvrir un film qui est, si je ne me... Je vais donner une fourchette pour ne pas avoir un air d'expert alors que ce n'est pas le cas. Situé entre 1998 et 2003, je pourrais tricher et regarder sur Wikipédia, mais je ne vais pas le faire. Un film qui s'appelait Idiocratie. Oui, et je vous invite à le redécouvrir. On y est. Là, on y est. C'est maintenant. Donc, 25 ans plus tard, on y est.
C'est-à-dire que ça parle de l'idiocratie américaine. Et bien avant que les réseaux sociaux n'arrivent, on parlait déjà d'un président élu sur sa popularité, plus que sur son programme. Hein, on y est. Eastwood, d'ailleurs, a avoué avoir regretté d'avoir soutenu Donald Trump. Et c'est la première fois de sa vie qu'aujourd'hui, il soutient un démocrate. Donc, il a soutenu Joe Biden. Hein. Peut-être c'est une question d'âge. Hein. Il s'est dit entre vieux. Alors, mais avec le temps, on peut évoluer aussi. Hein. Mais c'est ça que je ne comprends pas avec Eastwood. Pourquoi est-ce qu'il il a cette image de républicain alors que ses films, ok, a des relents républicains, mais il y a beaucoup de côté démocrate dans ses films. Certes, Gran Torino parle d'héritage. L'héritage est une notion républicaine. Hein, quand en Belgique aussi d'ailleurs, il avait été question d'annuler tout ce qui touche à l'héritage, donc ça n'existe plus. Donc on n'aurait plus le droit de léguer nos biens à nos enfants, parce que il faut que tout revienne dans la communauté, il faut tout ça. Voilà, c'est un côté communiste finalement. Et finalement, ça s'est passé à la trappe parce que justement, il y avait le côté familial qui revenait toujours à la charge. Et finalement, c'est surtout une notion communiste, mais qui aurait fait surtout des heureux au sein du gouvernement. Hein. Donc, c'est passé à la trappe. Ça devenait trop flagrant. Eh bien, Gran Torino, en fait, parle de ça. Donc, ça remet en question l'héritage. Hein, et surtout... ça, c'est qui avait pas mal dérangé, hein. D'ailleurs, à l'époque, quand il est sorti, il avait pas mal dérangé ce film. Hein. Oui, ça, c'est le côté républicain, mais avec des couleurs démocrates. Ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les clichés du raciste qui revoit ses valeurs. Ça, voilà, parce que c'est trop évident, ça. Ça, c'est démocrate déjà. Mais l'idée de vouloir laisser une trace dans son entourage d'un point de vue humain, d'un point de vue finalement communiste, eh ben ça c'est démocrate, je suis désolé. C'est-à-dire que ces biens sont redistribués au sein de la communauté, en fait. C'est le petit... je ne retiens pas le nom du gamin dans Gran Torino. Oh mon Dieu, quelle horreur, j'ai oublié son nom. Soit, il lui lègue à Gran Torino qui est son bien le plus précieux. Il lègue le reste de ses affaires, ses outils et tout à la famille du film. Et finalement, il lègue pas grand-chose à sa famille de sang. Et ben ça, c'est très démocrate du coup, pour le coup. Et donc voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça, Eastwood, tu vois? Et c'est une question que j'adore me poser en plus. C'est pas une énigme. J'ai ce questionnement en flottement, mais ça me plaît de penser ça de lui aussi. José Wells sort la loi, c'est un western très démocrate. C'est l'ouverture d'un cow-boy vers un Indien, et ils apprennent à se connaître, ils deviennent potes, ils apprennent à se respecter. Tous les deux ont des a priori l'un sur l'autre, et au final, ça devient une étude sur le pays. Eh ben ça, voilà. Déjà à cette époque-là, José Wells a plus de 40 ans. Hein. Et déjà à cette époque-là, il avait déjà des relents démocrates. C'est là où Eastwood est surtout, à mon sens, centriste. Mais lui, il est... là, c'est lui qui le dit, pour le coup, il est libertarien. C'est-à-dire que libertarien, c'est un état d'esprit qui permet d'avancer que c'est très communiste, finalement. C'est questionné, quoi. Et le libertarien, entre autres, mais principalement cette idée-là en ce qui le concerne, le libertarien estime qu'on n'a pas besoin d'un pouvoir pour nous gérer. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre ensemble dans le respect sans avoir des lois. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. En ce moment, je suis dans cet esprit-là, moi. Là, c'est très libertarien, ça.
Voilà. Et libertarien, Anarchiste ça aussi. équivaut à du centrisme. C'est Mm. on pioche un peu à droite, un peu à gauche. Et Mm. voilà. Et donc Mm. voilà, ça c'est le point de vue d'Eastwood. Et un autre point de vue qui est aussi très libertarien, c'est qu'à chaque fois qu'on lui pose des questions progressistes, il va te répondre la même réponse. Moi, je suis pour qu'on foute la paix aux gens. Ouais. Donc, Et ça- quand on lui demande s'il est en faveur du mariage homo, il répond, ben moi, ce qui compte, c'est le bonheur, en fait. Et ce qui c'est compte ça. surtout, c'est le droit à l'intimité. Donc, du moment qu'on leur foute la paix, voilà, je suis pour. Mm. Enfin, dans ce sens-là, il va pas défendre la communauté homosexuelle spécialement, mis à part dans ses films, mais lui, il veut que tout le monde, et ça, moi je rejoins cette idée-là, il veut que tout le monde soit traité de la même manière, point barre, C'est ça. qu'on n'ait même pas ce réflexe de pensée de dire, eh ben, pour un homo, virgule, il est plutôt, voilà, non, c'est normal. Mm. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais moi-même, j'ai fréquenté et je continue à fréquenter d'ailleurs pas mal de personnes qui se sont paxées, tout ça. Et ils me disent un peu pareil. Hein. Ils me disent, mais en fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est même pas d'être défendu. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit pareil que tout le monde. Quoi. Quand on sort dans la rue, c'est pas écrit sur notre front que nous sommes homosexuels. Mm. C'est pas du tout, on s'en fout. On s'en fout. Et moi, les homosexuels que moi je connais ne vont pas à la Gay Pride. Beaucoup d'homosexuels estiment que la Gay Pride, ça les dessert. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une plume dans le cul. Pardon, tu couperas hein, si jamais ça ne va pas. Mais on n'a pas besoin de faire la grande zaza avec des plumes. Surtout qu'on a oublié surtout le côté historique politique en fait de cette histoire. À la limite, il y avait encore un sens politique historique à ça, et aujourd'hui on ne sait plus qui est Harvey Milk, on ne sait plus qui c'est qui s'est battu pour les droits des homos. En fait, ça veut tellement malheureusement plus rien dire comme aujourd'hui quoi. Je comprends qu'ils voudraient passer à autre chose en fait. Ils ont besoin d'exister en tant que personne en fait, tout simplement. Mais oui, c'est ça. Et de là naît ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire l'écriture inclusive et tout ça. Ça va trop dans l'autre sens peut-être, mais à la base, ça vient de là. Normalisons. Ouais. Voilà. Et Eastwood, d'ailleurs, l'a prouvé avec Minuit dans le jardin du bien et du mal. Il a engagé un acteur, point E. Il a engagé un acteur transgenre. Et d'ailleurs, qui est un putain d'acteur. Hein, et c'est un vrai transgenre. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui joue le rôle d'un transgenre. C'est un vrai transgenre. Et je ne conseille pas de voir ce film parce qu'il est profondément ennuyeux. Il n'est pas terrible. Mais pour la curiosité, pour la culture, regardez-le quand même, en sachant que vous allez vous emmerder comme des rats morts devant. Mais ça permet déjà, il a engagé un acteur qui est aujourd'hui blacklisté parce qu'il a osé défendre la Palestine. C'est John Cusack, donc, qui joue le rôle principal. Dedans, nous allons découvrir un Kevin Spacey qui n'était pas encore connu et loin de ce qu'on entend de lui aujourd'hui, même s'il a été disculpé. Et on découvre un Jude Law très, très neuf hein, qui arrive au début. En fait, c'est le pivot du film. Hein. Donc, c'est-à-dire que tout tourne autour de lui, mais en fait, il n'apparaît qu'au début du film, qui joue le rôle de l'amant de Kevin Spacey. Un amant éconduit qui s'est senti trahi et qui va péter un câble, mais un Jude Law déjà excellent. Et c'est un melting pot ce film. Ça c'est le côté positif quand j'en parle, mais en fait on ressent derrière que Clint Eastwood ne savait pas trop où se positionner. Il a été un peu à gauche, un peu à droite, un peu au centre. Donc il y a un côté fourre-tout qui se ressent très fort et il y a un peu de fantastique, il y a un peu de policier. Il y a un peu de thriller, il y a un peu de comédie. Tu sens qu'il a tâtonné, mais ce film était une commande. Donc, Clint Eastwood n'est pas bon dans les commandes, à part sur la route de Madison. Mais là, c'était une commande, oui et non. C'était plutôt un service. Donc, il a réalisé sur la route de Madison pour rendre service à Steven Spielberg. Alors, tu sais comment on m'a dit, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, qu'Un monde parfait, c'était pour Spielberg, normalement.
Non, c'est Non, sur la route de d'accord. Madison était pour Spielberg. Ah, c'est Smith, d'accord. Oui, Ok, c'est bon. donc, mais faute de temps, il a demandé à Eastwood de le faire. Et Eastwood a dit, D'accord. bon, allez, oui, si ça peut te rendre service. Mais par contre, c'est arrivé souvent. Donc, à moins D'accord. que l'info me soit échappée, mais en tout cas, non, un monde parfait, non, non, parce que c'est la Warner Ok. qui a proposé le projet à Eastwood, qui n'en voulait pas à la base. D'ailleurs, ça, c'est intéressant à dire aussi. En fait, Ouais, la Warner d'accord. a imposé un monde parfait à Eastwood et il a D'accord. imposé Kevin Costner. Parce que Kevin Costner était tout auréolé de Danse avec les loups et qu'il fallait absolument rester sur cette veine illustre. Donc, il n'avait pas encore fait Silverado, mais il n'avait pas encore fait Wyatt Earp, pardon. Et donc, il fallait le faire tourner. C'était l'acteur en vogue. Et forcément, Warner s'est dit, bah, Costner a fait un western, bah, il va diriger par Eastwood. Ils ont tous les deux fait un excellent western, enfin d'excellents westerns, bah, on va les faire bosser ensemble. Pour eux, c'était normal. Sauf Oui. qu'Eastwood a toujours considéré Costner comme un acteur pas terrible. Mm. Et donc, déjà lors des négociations à la table de la Warner, Eastwood a, comme quoi on peut adorer quelqu'un et reconnaître le tort, hein, Eastwood a lancé les hostilités, a provoqué, en disant à Kevin Costner, voilà, je fais ce film à contre-cœur, et c'est parce que je sais que tu es dedans que j'accepte à contre-cœur. Donc voilà, j'espère que tu feras du bon boulot, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que tu as fait des étincelles pour moi. Et Costner lui a répondu, ben écoute, si tu veux voir mon talent d'acteur, eh ben, tu n'as qu'à jouer dans le film, tu n'as qu'à accepter le second rôle et tu verras l'acteur. Et donc, c'était un peu une bataille d'ego. Ouais. Et donc, Eastwood a fait challenge accepté. Mm. J'accepte le rôle parce que ce n'était pas du tout prévu qu'il fasse le rôle du Ranger. Et donc, voilà, les négociations se sont faites comme ça. Et de Ok. fait, le tournage s'est très mal passé parce que Costner a eu aussi envie de montrer à Eastwood qu'il n'était pas le petit dernier arrivé, qu'il avait de l'expérience quand même, moins que lui, mais malgré tout. Et Eastwood a Ouais. voulu lui montrer qui était le patron. Une petite anecdote que j'adore raconter, c'est Mm. Kevin Costner qui a remarqué dans le combo, dans les rushs, il a remarqué qu'il y avait un figurant derrière lui qui regardait la caméra, qui regardait l'objectif de la caméra. Et il s'est emporté sur Eastwood en disant, mais tu aurais dû voir ça en tant que réalisateur, toi, le grand Clint Eastwood, tu n'as pas vu que le figurant derrière, il regardait l'objectif de la caméra. Et ils se sont emportés. Et Costner s'est emporté sur le figurant. Le figurant lui a répondu. Donc, il a eu le cran de lui dire, va te faire voir, mon gars. Et Costner a fait, puisque c'est comme ça, je me casse. Et il s'est cassé. Et Eastwood a fait, c'est pas grave. Alors, Eastwood, c'est l'efficacité coûte que coûte. Hein. Donc, Mm. le principe d'Eastwood, c'est on continue à avancer, même sur une jambe. On continue d'avancer. Et donc, en fait, il a engagé la doublure de Costner. Il lui a dit, voilà, je vais modifier mes plans de caméra et tu vas tourner à la place de Costner. Donc, ça nécessite des plans aériens supplémentaires, ça nécessite des plans éloignés, un travelling supplémentaire pour masquer le fait que ce ne soit pas Costner. Mais on va tourner cette scène. Ils ont tourné la scène. Costner est revenu en soirée, espérant avoir foutu un brin parce qu'Eastwood avait la réputation de ne jamais être en retard. En plus, il arrivait avec l'ego de se dire « Je vais être le premier à mettre des bâtons dans les roues d'Eastwood ». Il est arrivé. Et Eastwood, il lui a répondu « Non, mais maintenant, tu peux rentrer chez toi. La scène est dans la boîte. » Et Costner a fait « Quoi ? Comment ça se fait ?» Il lui a montré les rushs. Il lui a dit « Tu vois, on n'y voit que du feu. » Donc, voilà, tu apprendras qu'on n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire du cinéma. Mm. Donc, on a des égos très forts tous les deux. Mettons-la en veilleuse le temps du tournage. Et c'est arrivé. Eastwood ne lui a plus montré qui était le patron.
et Costner a mis son ego en veilleuse. Ils ont terminé le tournage dans les temps, avec une semaine d'avance. C'était souvent le cas avec Eastwood, il a cette réputation-là. Et pas de dépassement budgétaire, rien. Le film s'est terminé de manière très propre. Mais par contre, Eastwood et Costner ne se parleront plus jamais. M'étonne. Voilà. Après, Costner, il a l'air d'avoir le négo parce qu'il a fait un peu, alors d'une manière différemment, mais un peu la même chose à Brad Pitt sur son propre film. Apparemment, ça passait pas trop entre Brad Pitt et Costner. Mais tu sais, sur son propre film, je sais plus comment il s'appelle, sur l'Irlande, là où quand ils vendent des armes entre l'Irlande et puis l'Angleterre. Je sais pas si tu l'as vu ce film. Oui, j'ai vu tous les Brad Pitt, mais je vois pas à quel moment Brad Pitt a donné la réplique à Costner, si ce n'est en figurant dans Sens Unique. Mais sinon, je ne vois pas. Tu sais, sur la balade irlandaise, parce qu'il est irlandais, Costner, c'est bien ça? Je comprends pas. Non. Non, alors je confonds. Oui, peut-être, ou moi, mais Ouais. le seul film qui se rapproche de l'Irlande de Brad Pitt, c'est Ennemi rapproché avec Harrison Ford. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok. Et voilà. c'est Alan J. Pakula qui réalise le film. Et D'accord. effectivement, Brad Pitt et Harrison Ford ne se sont pas du tout entendus. Non. Pareil. Ouais. C'est cool. Alors, aujourd'hui, eux, par contre, parce que tu me permets de parler de Brad Pitt, hein, ça y est. Hein. Ouais. Mais Brad et Harrison Ford se sont rabibochés. Ouais. Mais Costner et Eastwood ne se rabibocheront jamais. C'est-à-dire que même quand il y a une cérémonie officielle, ils ne se calculent pas du tout. Malheureusement, ça ne matchera jamais entre eux. Et Antoine Decaune a essayé, au Festival de Cannes, ici maintenant, a essayé de parler d'Eastwood à Costner. Costner a été très réglo malgré tout. Mais donc, il a effectivement dit que le seul point commun qu'ils avaient, c'était de vouloir défendre les valeurs américaines encore aujourd'hui, alors que la plupart des Américains ont tendance à oublier ce que sont les valeurs américaines. Ben, eux deux ont encore cette envie de maintenir ça, mais ça s'est arrêté là. On a bien senti qu'il fallait pas aller trop loin. En tout cas, moi, je l'ai senti très fort. Donc, ils ne diront pas du mal l'un de l'autre aujourd'hui, mais à moins que sur son lit de mort, Eastwood décide de pardonner à Costner, mais en attendant, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, en tout cas. Ouais, c'est cool. Ok. Alors, moi, en tout cas, c'est vrai que c'est un film intemporel parce que vraiment, tu le regardes aujourd'hui, c'est comme s'il était fait hier. Et c'est vrai que c'est drôle parce que quand j'ai dit qu'on allait parler de ce film sur mon Facebook, il y en a un qui m'a dit un film parfait. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit. Tu vois, c'est la différence, je trouve. Je me suis fait cette réflexion-là aujourd'hui. Tu vois, c'est la différence avec The Revenant d'Alejandro Iñárritu. Je trouve que c'est un film très explicatif dans sa forme, tu vois, qui te raconte tout par l'image, mais qui te dit pourquoi, voilà, l'image est là, enfin, etc. Et donc, du coup, ça enlève une certaine... Pardon ? Tu prêches un converti. Ouais, et du coup, en fait, finalement, quand tu le regardes, en fait, tu as plus d'émotion parce que tu as compris comment le film était tourné. Alors que celui-ci, c'est vrai, un peu explicatif, mais ça reste quand même une authenticité, quoi. C'est pas la même façon, tu vas te raconter une histoire, et je trouve que il a effectivement les plans qu'il a rajoutés pour pas qu'on voit Costner, donc maintenant que tu l'as dit, effectivement, ça peut rajouter des trucs en plus, mais du coup, ça enlève ce côté justement trop explicatif du film, tu vois, ça laisse encore des petits trucs, tu vois, à dire, ah oui, mais ça c'est là, c'est ici, mais sans le voir, tu vois, au premier plan, comme ça revenant d'Alejandro Iñárritu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à ça. Mais oui, et j'ai même, tu me permets même de rebondir. La différence avec The Revenant, c'est qu'Eastwood, il laisse des temps de respiration pour que l'on ait le temps nous-mêmes de faire notre propre avis, et il nous laisse le temps de la réflexion. Iñárritu, comme tu le dis tellement bien, je pourrais pas dire mieux. C'est-à-dire qu'il nous étouffe d'images, il nous étouffe. Il nous étouffe. C'est-à-dire qu'il ne te laisse pas le temps de réfléchir, de ressentir des choses. Il te montre un film, pareil, un film qui commence mal, qui finit pire, quoi. Il y a pas une once de
d'air frais, quoi. Même c'est ça. DiCaprio, tout est dans la lourdeur. Moi, je comprends pas qu'il n'ait pas reçu l'Oscar plus tôt. Mais surtout, On est bien d'accord. alors, ok, il a mis énormément de lui-même, mais moi, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il l'a fait pour les Oscars. Ça, c'est mon point de vue personnel, hein. Je ne dis pas que c'est une vérité. Je suis d'accord avec ça. Alors, vouloir faire les choses pour avoir l'Oscar, pour moi, c'est comme si tu faisais rien. C'est-à-dire que, alors, je ne suis pas dupe, beaucoup d'acteurs le font pour avoir l'Oscar. Bien sûr. Tant qu'ils n'ont pas eu, de toute façon, voilà, ils essayent tout pour le coup, quoi. Mais je me permets juste d'être très virulent avec DiCaprio parce que je suis surtout très déçu, en fait. C'est-à-dire que DiCaprio est une telle révélation au moment où on l'a découvert. On a fait un live ensemble, on a parlé. Ça ne t'a pas échappé qu'on est resté beaucoup sur sa première partie, hein, avec Polo. Mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que pour moi, il méritait déjà l'Oscar sur l'Oscar du meilleur second rôle dans Jeepers Creepers. Il méritait au moins une nomination dans Basketball Diaries. Il méritait au moins une nomination dans Roméo et Juliette. Il méritait au moins une nomination sur Blessure secrète. Il méritait l'Oscar sur Les Noces rebelles. Il méritait l'Oscar sur Le Loup de Wall Street. Là, oui, il méritait l'Oscar plein de fois pour moi, DiCaprio. Et il l'a eu sur The Revenant. Et ça, je ne comprends pas. C'est pareil que Brad Pitt. Hein. Brad Pitt, alors il ne me déçoit pas. Encore aujourd'hui, il ne me déçoit pas. Mais même s'il a eu une décennie chaude, celle des années 2000 pour moi. Mais moi, Brad Pitt, il méritait. Enfin, il a eu le seul Oscar qu'il a eu, c'est l'Oscar du meilleur second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood. Mais pour moi, je lui aurais déjà filé l'Oscar sur Seven, moi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, même pour un ami rapproché, hein. Enfin voilà, enfin pour des rôles comme ça, enfin qui sont des pépites. Oui, ok, peut-être pas. Ah bon? Ah, tu mets entre parenthèses. Ouais, celui-là, oui, mais je comprends par contre ce que tu veux dire. C'est un des premiers rôles où il s'efface derrière son personnage, oui. Oui. C'est ça. Mais pour moi, il méritait l'Oscar, même sur Fight Club, en fait. Hein. Je sais que tu n'aimes pas ce film, mais... Vous aurez la réponse mercredi. Oui, j'ai hâte. Il méritait l'Oscar sur The Tree of Life, pour moi aussi. Ah oui, bien sûr. Et puis surtout, il méritait l'Oscar... Enfin non, peut-être pas lui, mais le film méritait l'Oscar, c'est Benjamin Button, quoi. Ah oui. Mais voilà. Et tandis qu'Eastwood, il a eu l'Oscar sur des films qui l'ont mérité, quoi, je trouve. Il a eu l'Oscar pour Impitoyable, il a eu l'Oscar sur $1 Million Baby, et le nombre de nominations, n'en parlons pas. Il a eu des Oscars sur Invictus. Voilà. Il est connu par son pays, quoi. Voilà, c'est pas que à l'étranger, c'est par son pays. Ça aussi, je vous invite à chercher le côté républicain dans Invictus, quoi. Bonne chance. Le cinéma, c'est pas politique. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Rien n'est politique. N'est politique que la politique. Ouais. Encore, on en fera un débat parce que c'est vrai que aussi, on va dire les choses aussi sur ça un jour, mais oui. Voilà, il faudra bien trouver la ligne directive pour pas non plus faire du buzz pour rien, quoi. Donc voilà. Oui, c'est ça. Bah, moi, j'ai fait le tour du film. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose, Cédric? Alors, moi, c'est juste que voyez ce film parce que à tout âge. On est vraiment à tout âge. Comment? À tout âge, même à 15 ans, à 20 ans. Oui, c'est ça. Voyez ce film à tout âge parce que c'est un film qui te parle. C'est pas juste du cinéma poseur. Alors oui, il y a Kevin Costner dedans, Kevin Costner plaît, mais pourtant c'est personnel pour moi de dire ça, mais Kevin Costner est très charismatique, très bon. J'aime beaucoup Kevin Costner. Je le préfère comme réal, mais c'est un très très bon comédien. Mais sur papier, c'est un de ses rôles les plus creusés. Alors, moi, je connais pas mal de gens qui adorent Kevin Costner, qui n'ont pas vu Un Monde Parfait, rectifier cette erreur pour ça. Et je vais juste mettre le focus sur une scène. Quand
quand il dresse le comparatif, qu'il utilise le fait de conduire en voiture avec comme métaphore de la vie. Il fait, voilà, si je regarde dans le rétroviseur, c'est le passé. Si j'appuie sur la pédale d'accélérateur, je vais vers l'avant. Et Ouais. si je sens le besoin de me poser, je freine. Ouais. Et je regarde Pour dans le moi, présent ce qui se passe. c'est la scène révélatrice du film parce que ça en dit long sur la psychologie d'Eastwood et Kevin Costner aussi, en fait. C'est peut-être la scène, j'en reste convaincu, où peut-être ils se sont mis d'accord. Parce qu'il y a autant des valeurs costneriennes que des valeurs eastwoodiennes dans cette scène-là, principalement. D'ailleurs, quand on fait des reportages sur Costner et quand on fait des reportages sur Eastwood et qu'on vient à parler de ce film, c'est toujours cette scène-là qu'on va mettre en illustration. Donc, regardez ce film et ce film a un charme dingue. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je l'ai revu il y a pas longtemps. J'ai envie de le revoir. Et puis ça prend pas de prise de position, c'est vraiment une réflexion. C'est pas prétentieux, c'est pas Non, voilà, ça reste bon enfant et ça te prend pas par la main. Ça te dit pas ce qu'il faut penser. Voilà, ce film est un chef-d'œuvre. J'ose le dire. Bon. Ok, ben voilà. Et vous, si vous l'avez vu, le film, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. C'était très sympa. C'était très sympa. Merci à toi. Avec plaisir. Tu reviens en tout cas quand tu veux. Ça, c'est clair. D'accord, ça va. Ok, demain. À plus. Merci à toi. À plus, les gars. Gros bisous. Avec plaisir.